Bonsoir. Dis Siri, es-tu intelligent? Je connais des tas de choses. Je recherche en permanence la façon la plus intelligente de les utiliser. Dis Siri, es-tu intelligent? Je ne suis pas une personne, je comprends seulement ce pourquoi j'ai été programmé. Voilà, c'était juste une petite introduction amusante. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir dans l'auditorium de la CCI pour parler d'un sujet très intéressant qui est l'intelligence artificielle en Nouvelle-Calédonie. Un chiffre éloquent pour commencer, le poids économique de l'intelligence artificielle dans le monde est estimé d'ici à 4 ans à 4 fois les montants générés par l'industrie du nickel. C'est dire que l'industrie de l'intelligence artificielle est appelée à jouer un rôle dans l'économie calédonienne de demain, notamment quand on s'interroge sur les moyens de diversification. L'intelligence artificielle, qui est déjà une réalité ici, comme nous le verrons au cours de cette soirée avec nos invités, est une opportunité, une extraordinaire, je dirais même, opportunité de création de valeur. Elle a en plus un autre avantage, elle n'est pas géocontrainte. On peut être à 22 000 km, comme on peut être à Paris, et produire. Pour nos industries et pour l'entrepreneuriat, c'est un virage technologique synonyme de gain de productivité. Les idées existent, les entrepreneurs sont prêts. Reste l'accès à la data, les financements et la taille critique des marchés à considérer dans cette équation. Les compétences recherchées pour l'intelligence artificielle nourrissent déjà le tissu économique et demain, l'intelligence artificielle créera de nouveaux revenus pour les entreprises et le territoire. Les intervenants des tables rondes ce soir nous expliqueront justement comment elles ont surmonté les obstacles pour saisir ces opportunités. Cette soirée est animée par Isabelle Coupé, qui est secrétaire générale de la CCI, et Jean-Simon Chaudier, qui est le fondateur d'Analytics.nc, qui accompagneront les débats tout au long de la soirée. Avant de laisser la parole à Isabelle, je voudrais faire un petit retour en arrière. Elle sait de quoi je vais parler. En 2019, dans ce même auditorium, nous recevions Siret Chatting, qui est représentante de l'Estonie, qui nous expliquait qu'en 2019, le Parlement estonien devait légaliser l'usage de l'intelligence artificielle dans le service public. En 2020, il prévoyait 50 utilisations de l'intelligence artificielle dans le secteur public. Alors je suis allé regarder, ils en sont à 30, ce qui est déjà pas mal. Je vais vous en citer deux qui sont intéressants. Le premier, ils ont une intelligence artificielle pour prévoir les accidents de la route. Donc, basé sur l'historique des accidents de la route, ils savent à quel moment intervenir éventuellement pour réduire ces risques. Le deuxième, qui est tout à fait intéressant et un peu corrélé quelque part, c'est qu'ils utilisent l'intelligence artificielle pour remplacer les juges sur le tribunal de police, c'est-à-dire les petits délits, alcoolisme, excès de vitesse, etc. Demain, vous serez jugé par une intelligence artificielle et non plus par une personne en chair et en os. Ça ouvre des débats intéressants. Isabelle? Ah non, il y a un petit film avant, je crois. Technology. It's advancing faster and taking less time to be widely adopted than ever before. Launch AI. AI is basically an emulation of us. They're one very special person to me. Autonomous driving started. AI can give us that answer that we've been seeking all along. Are we alone? Each time we create a more powerful technology, we create a bigger lever for changing the world. Artificial intelligence can help us to feed the world population. AI is teaching the machine and the machine becoming smart. All out of the realm of sci-fi and magic, and now just science. Ready? We're at the dawn of a new age, the age of AI. Bonsoir à tous. Bon, voilà une introduction qui nous plonge dans un monde qui peut sembler un petit peu éloigné de nos préoccupations ici en Nouvelle-Calédonie. Et pourtant, la révolution est en marche aussi en Calédonie. Ce soir, nous allons échanger avec quelques pionniers, alors bien connus, vous avez les logos et les visages. Nous allons échanger en fait sur ces entreprises qui se sont déjà saisies de ces nouvelles technologies. Alors on le verra, par choix
ou par nécessité, et qui en font des leviers pour transformer leur métier, mieux servir leurs clients et améliorer leur performance. Alors ce soir, la table ronde se déroulera en 2 temps. On aura d'abord un échange autour de ces usages qui sont faits dans ces différentes entreprises. Et ensuite, on s'intéressera aux moyens de concrétiser ces valeurs apportées par l'intelligence artificielle et indirectement aussi aux problématiques que ça soulève. Donc je vais appeler nos pionniers du soir à bien vouloir nous rejoindre sur l'estrade. Alors, je les cite dans un ordre voilà, qui est celui que j'ai sur mes notes. Donc, Damien Révillard, chef du département transformation numérique et excellence opérationnelle à la SLN. Merci Damien, je laisse prendre place. Philippe Gervolino, je ne sais pas si c'est encore nécessaire de le présenter, directeur général de l'OPT. Éric Viard, directeur général délégué à la BCI. Et on aura également Marc Bourrotte qui nous rejoindra pour la deuxième table ronde, on va dire, donc qui est data scientist à la BCI, et Delphine Mallet, start-upeuse et représentante de la French Tech Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, il faudra nous expliquer ce que c'est cette French Tech. Voilà, merci. On aura également une intervention de Wissitao qui représente la DINUM, donc Direction du numérique et de la modernisation du gouvernement. Donc, on va faire 2 tables rondes, c'est 2 séquences d'intervention. La première sera introduite par Jean Simon, qui nous parlera de ce qui se cache derrière ces 2 lettres IA, intelligence artificielle, et Wissi nous parlera de la plateforme data.gouv.nc, donc l'open data de la Nouvelle-Calédonie. Donc, ce soir, vous l'avez compris, il s'agira de parler des enjeux et de se projeter dans les prochaines étapes de l'IA. Alors, la CCI, ses missions, c'est d'accompagner aussi toutes ces transformations pour permettre de futurs développements économiques. On accompagne les entreprises et on agit aussi à travers nos écoles, le GC et le CFA, qui ferment les compétences dont le monde de demain aura besoin. On vient également, j'en profite pour rappeler qu'on vient de lancer Cap Digital, qui est un dispositif d'accompagnement à la transformation numérique des entreprises, dispositif gratuit. Les premières dates pour les premiers ateliers, tout est plein déjà, donc ça témoigne quand même d'un engouement pour ces thématiques et d'un besoin aussi d'accompagner les entreprises dans ces virages technologiques. Donc je vous rassure, on a plein d'autres dates d'intervention qui sont en train d'être programmées. Voilà, donc numérique, intelligence artificielle, tout ça, c'est plus le monde de demain, c'est le monde d'aujourd'hui. Et donc je laisse la parole à Jean Simon pour nous expliquer ce que c'est que l'IA. Merci. Vaste programme. Bonjour à tous. Alors on l'a souligné. On l'a souligné du coup dans l'introduction. Voilà, l'IA, ça peut être amené à représenter jusqu'à 4 fois le marché du nickel. Mais au-delà du marché en lui-même de l'IA, ce qu'il faut voir, c'est le gain que ça peut rapporter. Et aujourd'hui, il y a des études qui sont faites qui montrent que le gain total, c'est entre 10 000 et 15 000 milliards de dollars dans le monde. Donc c'est c'est à peu près, je crois, le PIB de la Chine et de l'Inde réunis. Donc voilà, c'est quand même c'est des estimations qu'il faut prendre bien évidemment avec des pincettes, mais ça donne un ordre de grandeur derrière sur le potentiel de valeur de ce que peut vraiment rapporter l'intelligence artificielle. Et après, au-delà de ça, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est une priorité pour la plupart des dirigeants. C'est-à-dire que voilà, il y a des études qui ont été faites qui montrent qu'aujourd'hui, 75% des dirigeants de par le monde considèrent que en fait, s'ils n'ont pas réussi à intégrer l'intelligence artificielle dans leur métier d'ici à 5 ans, concrètement, leur métier sera en risque. Parce qu'il y aura la compétition qui aura pris le virage avant eux et qui aura réussi à avoir des avantages compétitifs bien plus forts. Et voilà. Donc voilà, l'intelligence artificielle, c'est un petit sujet. Du coup, bon, voilà, de quoi on parle parce qu'on entend parler d'intelligence artificielle, on entend parler de big data, on entend parler d'analytics. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, l'intelligence artificielle, c'est basé sur 2 piliers principaux. Le premier, c'est les big data. Donc, c'est vraiment cette capacité à collecter, traiter massivement la donnée à moindre coût. Et ça, c'est vraiment la brique qui a explosé ces dernières années. C'est-à-dire qu'on a les coûts de stockage, de calcul, les capacités de calcul, les coûts, ils ont été réduits par 100, voire même par 1000, ce qui rend tout de suite, forcément, qui ouvre le champ à l'innovation. Et après, l'autre brique, c'est les analytics. Là-dessus, c'est voilà, les approches scientifiques qui existent des fois depuis les années 50, depuis les années 60, qui permettent vraiment de trouver les schémas dans les données, qui vont permettre d'anticiper des tendances, de trouver des relations entre les données. Et en fait, c'est quand on va réussir à combiner les deux que là,
on crée ce qu'on appelle une intelligence artificielle. Donc c'est un système autonome et apprenant pour décrire, prédire, recommander et agir. Alors là-dessus, l'intelligence artificielle, je pense que vous demandez à n'importe qui, tout le monde aura une définition différente. Donc celle-ci n'est bien évidemment certainement pas parfaite. Mais voilà, l'objectif, c'est au moins de poser les principaux briques qui, derrière, permettent de construire une intelligence artificielle. Et quelques exemples un peu parlants, qui sont vraiment l'état de l'art. On a par exemple Google Arts and Culture, qui a indexé tout un ensemble de collections d'œuvres d'art dans des musées, pour essayer en fait de caractériser chacune de ces œuvres d'art, et derrière, de réussir à trouver en fait quelles étaient les similarités qu'on pouvait avoir entre différentes œuvres d'art. Et donc là, le petit exercice rigolo, qui est même accessible à tout le monde, hein, on peut le faire en ligne. On sélectionne une œuvre de la préhistoire, une œuvre moderne, et en fait, ça va nous retracer tout un parcours logique sur les influences possibles qui ont mené de l'œuvre à gauche à celle à droite. Après, sur la prédiction, on a par exemple un cas, Amazon, qui va vous livrer avant même que vous ayez commandé. Alors là-dessus, c'est bon, on l'a. C'est un brevet qui a été déposé, je crois, en 2008. Hein. Là-dessus, ce cas, il est intéressant parce que, il y a quand même quelques considérations éthiques derrière. C'est-à-dire qu'on a quand même une certaine tendance à pousser à la consommation. Donc l'idée, c'est aussi de vous montrer qu'on peut, avec l'intelligence artificielle, on a des objectifs financiers. Il faut aussi regarder un petit peu au-delà, parce qu'on peut tout faire. Et donc voilà, ça c'est un autre exemple. Après, bon, l'algorithme de Netflix, typiquement, vous regardez 6 ou 7 vidéos, à la 8e, vous avez 80% de chances de cliquer sur une vignette qu'il y a sur la première page. Et après, par exemple, pour Action, Google Duplex, ils ont fait une IA qui prend rendez-vous chez le coiffeur par téléphone, et le coiffeur ne s'en rend absolument pas compte. Le est assez convaincant, je vous assure. Donc voilà, ça c'est un peu une vision d'ensemble. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, cette définition, mais au moins ça permet de comprendre les grandes dimensions qui rentrent en jeu autour de l'intelligence artificielle. Après, les cas d'usage qu'on a là, c'est des cas d'usage qui sont vraiment à l'état de l'art. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les GAFA. Si on essaie de regarder des choses cette fois un peu plus pragmatiques, si on regarde pour un cas d'usage très classique, qui doit normalement parler à plusieurs personnes dans la salle, comment est-ce qu'on va faire pour réussir à attirer plus de clients? Là-dessus, en gros, il y a plusieurs étapes. Et l'IA, en fait, va pouvoir réussir à accompagner l'ensemble de ces étapes. La première étape, ça va être déjà de comprendre qui sont ces clients, de comprendre ces prospects. Qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils disent sur notre marque. Et là-dessus, on a par exemple des outils de ce qu'on appelle le social listening, qui va permettre de suivre l'activité d'une marque en ligne, de suivre qu'est-ce qui va se dire en ligne autour de sa marque, mais aussi potentiellement sur ses concurrents, sur ses services, etc. Donc ça permet d'avoir une compréhension au moins de ce que peuvent vouloir nos clients. Après, on a aussi du social media monitoring, simplement pour pouvoir mesurer l'impact de ces communications, voir si ça fonctionne auprès de nos cibles. Après, une fois qu'on a compris ce que voulaient nos clients, l'étape d'après, c'est de réussir cette fois à tirer le chaland. Donc, et là-dessus, on peut avoir des choses que certainement tout le monde connaît. Sur du ciblage publicitaire, Facebook le fait très bien. On met 5 €, on arrive à envoyer des pubs auprès de toute la population qui est ciblée. Voilà, ça, c'est quelque chose qui ne coûte pas forcément très cher et qui permet de communiquer assez largement. Après, on a aussi d'autres manières. C'est ce qu'on va dire la collecte de leads. Le lead, en fait, c'est les coordonnées, le client potentiel qui pourrait acheter notre produit. Et là, aujourd'hui, en fait, on a des solutions qui permettent de potentiellement réussir à collecter les données des personnes qui pourraient être intéressées. Et après, la dernière brique, c'est de cette fois convaincre le client, cette fois le convaincre d'acheter notre produit, d'acheter notre service. Et donc là-dessus, il y a aussi d'autres types d'usages. Par exemple, on peut faire la personnalisation des offres. C'est-à-dire que quand on a un visiteur qui va aller sur son site, on va lui envoyer une offre personnalisée à son type de profil, en fonction de où il va venir, de potentiellement s'il a un compte utilisateur, etc. On va essayer d'adapter en fait la promotion ou l'offre qu'on va pouvoir pousser en fonction du profil du client qui va venir sur notre site. Et après, le dernier exemple un peu aussi classique, c'est l'automatisation finalement du marketing, où là, on va essayer d'automatiser tous les modes de communication qui permettent en fait de convertir un client. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a l'adresse d'un client, il ne va pas acheter tout de suite.
C'est-à-dire que des fois, il y a certaines étapes à franchir pour réussir à le convaincre, à l'amener à aller sur notre site, à regarder nos produits, etc. Et là, en fait, on peut réussir à automatiser tous ces schémas, tous ces modes de communication pour augmenter derrière la capacité à convaincre les clients. Et donc là-dessus, voilà, c'est des solutions. L'avantage dans le marketing, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de données qui sont quand même accessibles. Donc ça a permis l'essor quand même de beaucoup de solutions du marché sur ces thématiques-là. Aujourd'hui, on a des choses qui sont très accessibles. Et toutes les solutions là, où il y a les petits logos en dessous, c'est des choses qui vont coûter entre 1000 et jusqu'à 10 000 francs par mois. Donc c'est des choses qui peuvent être accessibles finalement aussi un peu par les entreprises. Donc voilà, cet exemple, en gros, c'est aussi pour vous montrer que ça se passe dans la Silicon Valley, ça se passe dans les GAFA aussi, l'intelligence artificielle, mais même une entreprise, une TPE, PME, à son niveau, elle peut faire de l'IA. Et il y a des solutions qui existent aujourd'hui pour elle, typiquement pour attirer plus de clients. Donc voilà, ça c'était la première introduction. Et du coup, au-delà de ces usages très ciblés là, sur le marketing, il y a aussi d'autres usages de l'intelligence artificielle. Et donc, pour cela, on va passer cette fois un peu plus sur la partie table ronde. Donc du coup, pour amorcer là, cette table ronde, donc, nous avons cru comprendre que l'Office des postes et télécommunications était assez sensible à cette thématique de l'intelligence artificielle, alors que finalement, ça peut, comme on le disait en introduction, ça peut paraître assez loin des problématiques opérationnelles qu'on peut rencontrer en Nouvelle-Calédonie. Du coup, une première question pour Philippe. Pourquoi l'IA maintenant, finalement ? Alors déjà, sur le maintenant, je repositionnerai le maintenant dans le temps. Parce que si on est là ce soir avec vous, en fin de compte, la démarche IA, que ce soit pour l'OPT ou pour l'écosystème, elle a commencé, je dirais plutôt en 2018-2019. De notre côté, l'IA est inscrite dans nos incontournables stratégiques dans la transformation digitale de l'OPT, que ce soit en interne ou en externe, relation client, avec une démarche qui s'est structurée d'abord autour du traitement de la donnée, système d'information décisionnelle, un projet également sur tout le traitement de la donnée, parce que faire de l'IA, on l'a dit, ça nécessite d'avoir de la donnée qualifiée. Donc on a un projet également sur la gouvernance et sur le traitement de la donnée, un projet qui s'appelle IODA. Et pour nous, l'IA, c'est l'étape suivante de la fusée. Ça, c'est pour l'historique. Dans l'historique, je redirai aussi qu'on est plusieurs acteurs à cette saisie du sujet IA, la CCI avec Isabelle. Je vois Georges Wapaé qui est dans le fond de la salle, qui se cache, il aurait pu être devant également, donc la DINUM. On a abordé le sujet dès début 2020, en se disant qu'il fallait organiser quelque chose au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Le Covid est passé par là, donc le quand et le quoi a été un peu différé, mais on est là aujourd'hui. Alors pourquoi l'IA côté OPT? Je dirais que ça part d'un triple constat. Le premier, c'est que l'IA est au cœur de la transformation digitale. On le voit au travers déjà de ce qui se passe à l'extérieur. Les gros, les GAFA qui investissent, qui rachètent des sociétés spécialisées en IA, donc pour eux, c'est central. Je dirais le deuxième constat, c'est que, on voit dans nos trois métiers que sont les télécoms, le postal, services financiers, mais Eric en parlera mieux que moi, c'est quelque chose dont tous les acteurs se sont saisis. Mais au-delà des métiers, on voit aussi que l'IA rentre dans tout ce qui est métier de support, la DRH, la finance, les moyens et l'immobilier. Troisième constat, l'IA, c'est un peu comme la prose de M. Jourdain, on en fait. Je vous donnerai 3 exemples côté OPT. On a lancé, je crois que ça, il y a maintenant 2 ans, 3 ans, notre chatbot qui s'appelle Kagou. Aujourd'hui, on a 2000 clients qui interrogent le chatbot pour avoir des informations. C'est de l'IA derrière. On a notre direction des moyens de l'immobilier, je ne crois pas qu'elle soit dans la salle, mais qui déploie l'outil DeepKey sur les 600 sites de l'OPT pour mesurer la consommation énergétique et pour pouvoir l'optimiser. Et puis, on a notre direction des systèmes d'information qui a mené un POC afin d'essayer d'évaluer, de prédire le flux dans les agences au regard des données que l'on avait avant. Donc on voit, on a tous les éléments pour pouvoir se lancer. Et pour nous, donc, il s'agissait de passer d'initiative à une véritable démarche d'entreprise qui soit structurée.
mais de le faire, je le répète, avec beaucoup de pragmatisme et d'humilité, parce qu'on aborde des sujets nouveaux. Donc il ne s'agit pas de partir dans tous les sens et n'importe comment, il faut le faire étape par étape, de manière concertée en interne et de manière concertée en externe avec l'écosystème. Donc voilà le pourquoi maintenant. Après l'exemple effectivement de l'OPT, on a aussi un acteur industriel alors, qui est confronté à un certain nombre d'enjeux en ce moment à la SLN. Et du coup, Damien, est-ce que tu peux nous expliquer comment l'IA, en fait, elle vient transformer finalement vos métiers, métallurgistes, mais aussi miniers finalement? Bonsoir à tous. Donc, alors la stratégie de la SLN, pourquoi l'IA? La stratégie, de toute façon, notre stratégie, elle est simple. Jean-Simon en a parlé. Nous, on ne doit pas rater aucun virage. Enfin, nous, de par notre positionnement, je dirais dans le monde, dans le monde du nickel, nous, notre stratégie, c'est on se doit d'optimiser tous les processus de notre chaîne de valeur. Autour de 3 piliers dits stratégiques chez nous, qui sont la productivité, tu en as parlé, qui sont la gestion de l'énergie, et puis la valorisation de nos productions minières. Donc là, vous retrouvez derrière moi nos deux pans je dirais, d'activité à la SLN, que sont évidemment la mine, donc l'extraction, et puis l'usine. Alors, au-delà de l'IA, effectivement, c'est le sujet de ce soir, mais c'est une brique de la transformation digitale qu'a évoqué Philippe. Et donc, ce train de la transformation digitale, on a essayé d'embarquer dedans depuis 2-3 ans maintenant, ou plutôt 3-4 ans. Et au travers de ça, on a la chance, nous, de faire partie d'un groupe qui s'appelle Eramet, et dont on peut bénéficier d'une structure identique, centrale et forte de transformation digitale en centrale. Donc du coup, on peut bénéficier d'un benchmark interne via l'ensemble de nos filiales, et donc de bénéficier de POC, c'est-à-dire des essais qui auraient été faits au sein de nos filiales dans le monde, dont on pourrait bénéficier par la suite et les étendre. Voilà. Donc deux mondes, l'usine, la mine. L'usine, que vous connaissez tous, que vous affectionnez tous quand vous passez devant sur la Save Express, on parle de vieille dame. Alors, il ne faut pas se leurrer, la vieille dame, en fait, année après année, on a eu de cesse quand même d'investir dans sa garde-robe et de toujours, en fonction de nos moyens, de pouvoir lui offrir les dernières fringues à la mode. Donc, du coup, on a quand même pas trop raté de train en la matière. L'usine étant extrêmement instrumentée, on parle de données, on va beaucoup parler de données ce soir, qui est un peu le nerf de la guerre en matière de transformation digitale. Donc on a beaucoup de données, et ces données à l'usine, elles nous permettent de faire quoi? On a réellement parti sur 3 applications d'IA cette fois-ci, donc IA au sens, alors moi ma définition simpliste, c'est qu'elle va prendre une part de l'intelligence humaine, et en tout cas, elle va soulager l'humain dans sa prise de décision. Elle va pouvoir faire une partie du job un peu rébarbatif qu'on n'a pas envie de faire. Et puis pour pouvoir se pencher sur des sujets à forte valeur ajoutée. Donc trois IA, une première qu'on appelle Pocoto. Pocoto, une appli qui nous permet de faire des prédictions sur notre métallurgie. Pocoto, qui est une appli qui a été reconnue l'Observatoire mondial des innovations et des tendances, qui s'appelle NetExplo Change. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette appli? Elle va pouvoir en temps réel vous donner les compositions physico-chimiques de nos coulées, que ce soit métal ou scorie, pour ceux qui connaissent un peu le procédé. Et puis de pouvoir anticiper en fonction de vos actions sur la composition de votre mélange, elle va pouvoir anticiper le comportement et la composition physico-chimique de la coulée métal et de la coulée scorie. Pourquoi? Parce que pour 2 choses. Le métal, on veut en assurer la qualité pour notre client final, et la scorie, c'est à travers la scorie qu'on va permettre d'assurer l'intégrité de nos installations. Le comportement de la coulée scorie nous donne beaucoup d'indications sur la pérennité de nos installations.
pérennité renforcée là aussi en regardant journalièrement, quotidiennement, le comportement thermique de la paroi de nos fours. Donc là, c'est ce que vous voyez en fait, hein, en haut, le petit schéma. C'est une vue 3D d'un de nos fours de fusion qui est équipé d'un peu plus d'un millier de capteurs thermiques sur l'ensemble de ses parois, qui existait auparavant du développement de l'appli. Hein. L'appli a permis d'exploiter de manière aisée ce millier de capteurs thermiques. Donc là, vous imaginez de manière très caricaturale, avant cette application, un fichier Excel, un onglet égale un capteur. Donc du coup, vous aviez 1000 et quelques onglets, il y avait des personnes qui regardaient derrière, est-ce que ça dérive pas? Bon, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit un tout petit point rouge, justement. Et donc là, ça dit, attention, sur cette zone du four, on est a priori en sollicitation thermique. Voilà, ça, c'est notre premier... tout n'est pas parfait, évidemment. L'IA, comme tout procédé transformation numérique, est un processus d'amélioration continue. Donc, il faut réentraîner les modèles, il faut qu'on optimise nos algorithmes. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. Optimisation énergétique, l'énergie c'est un de nos principaux postes de dépenses à la SLN. Donc qu'est-ce qu'on fait à travers cette application d'IA? On va essayer d'utiliser le moins possible, je dirais, les productions thermiques d'électricité que pourrait nous fournir la centrale de Dogny-en-Beau. Donc on va essayer d'optimiser et de faire bénéficier de nos fours le plus possible d'énergie verte à travers IAT, à travers les énergies renouvelables. Voilà. Et la dernière, maintenance prédictive. Alors la maintenance, pareil, je vais essayer de caricaturer. La maintenance, il y a la maintenance systématique, c'est vous emmenez votre voiture tous les 10 000 km au garage. La maintenance conditionnelle, c'est vous avez votre voyant orange d'huile qui vous dit attention, mettez de l'huile. Donc vous avez peur, donc vous mettez de l'huile tout de suite. Et la maintenance prédictive, elle va vous dire attention, ça arrivera à orange à tel moment, et attention, ça arrivera à rouge à ce moment-là, ce qui vous laisse le temps d'aller à la station acheter votre bidon d'huile, d'optimiser votre intervention, etc. Donc là, voilà nos trois applis. En gros, l'IA, ça veut dire quoi? Ça veut dire on essaye de passer d'un mode un peu réactif à un mode prédictif. On veut anticiper et pouvoir... on veut pouvoir maîtriser nos procédés. La mine a un petit temps de retard en termes on va dire, d'acquisition de données. Et donc là, c'est tout le challenge qui est en ce moment sur nos opérations minières. Donc on se dote humainement d'un centre unique de pilotage des opérations minières, ici, basé à Dogny-en-Beau, d'ailleurs qui fait partie du circuit, je fais un petit peu de pub, qui fait partie du circuit de visite de la SLN. Si vous voulez découvrir la mine depuis Dogny-en-Beau, c'est une bonne occasion. Alors, vous demandez à Laurent qui est tout au fond. Voilà. Et donc on a des ambitions, on parle aussi beaucoup d'excellence. Alors c'est un peu pompeux, hein, je suis chef de département excellence opérationnelle. C'est pas un état de fait, c'est pas un statut, c'est une ambition permanente hein, d'aller vers l'excellence. Donc là on veut une mine excellente, on veut une mine extrêmement connectée, et à partir du moment où elle sera connectée, qu'on aura une donnée robuste, une belle donnée, on parlera aussi de ce sujet-là tout à l'heure, me semble-t-il, on peut optimiser nos procédés. Voilà, désolé, j'ai dû dépasser un petit peu le temps. C'est tellement passionnant. Non, merci Damien, là c'était parfait. Hop. Yes, non. Et du coup, voilà, on voit que y a l'industrie minière quand même en Calédonie qui se transforme, et que d'ailleurs, la SLN, Damien a été modeste, mais la SLN fait quand même partie des 25% des entreprises minières aujourd'hui qui sont parmi les plus avancées sur l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, la SLN est quand même parmi les références de l'industrie sur l'intelligence artificielle. Et au-delà de la SLN, il y a aussi il y a quand même les banques, parce que historiquement, l'intelligence artificielle a quand même pas mal pris aussi son essor dans les banques. Pourquoi? Parce que c'est un métier dans lequel il y a beaucoup de mathématiques, il y a de l'informatique, il y a beaucoup de données. Et donc voilà, historiquement, les banques se sont quand même saisies de ces sujets assez tôt. Et on peut par exemple citer le métier de trader qui, aujourd'hui, en fait, le trader est sorti des salles de marché, et maintenant, le trader est plutôt là pour entraîner des algorithmes qui vont eux-mêmes sur le marché. Donc voilà, mais du coup, en Calédonie, il n'y a pas de trading, certes, mais l'IA a certainement d'autres impacts, du coup, à la fois pour les clients et les employés.
Oui, tout à fait. Alors, avant peut-être de répondre un petit peu à cette question, je voulais rappeler que le métier de la banque, c'est un métier qui est bien entendu au cœur de l'économie, qui est essentiel. Et c'est un métier qui est éminemment réglementé, une réglementation qui évolue en permanence, qui nous oblige à mettre en place de plus en plus de moyens pour pouvoir y répondre. C'est un métier qui, au fil de cette réglementation et des années, tend de plus en plus vers une approche très éthique de la vente auprès de sa clientèle. Et puis, pour revenir à la Nouvelle-Calédonie, si longtemps les banques calédoniennes étaient protégées parce qu'elles étaient sur le territoire calédonien, dans la zone du franc CFP, ça n'est plus vrai aujourd'hui. Elles sont confrontées à de la concurrence qui vient de partout dans le monde. Et aujourd'hui, on voit un certain nombre d'acteurs bancaires hors Nouvelle-Calédonie qui viennent directement concurrencer nos métiers. Alors, pourquoi je rappelle ça? Parce que, bien entendu, l'intelligence artificielle, le traitement de la donnée, la data, est essentiel pour nous. Et il a un impact, bien entendu, pour nos collaborateurs et il a un impact pour nos clients. Dans nos métiers, pour faire court, tous nos métiers peuvent être intéressés par l'intelligence artificielle et le traitement de la donnée. Que ce soit effectivement des métiers financiers pour des analyses, de la gestion du risque, de l'analyse de solvabilité de nos clients, de notre propre activité, que ce soit en matière de fraude et de conformité. C'est un domaine sur lequel effectivement le développement de l'intelligence artificielle et de la data a vraiment un intérêt fort. Bien entendu au plan commercial et marketing, puisque c'est quelque chose qui va s'adresser à nos offres auprès de nos clients. Et puis, ça touche la stratégie, la capacité effectivement à prédire les évolutions du marché, le marché dans lequel nous évoluons, mais le marché en général, mondial, de façon à ce que nous puissions adapter nos moyens, nos services et nos produits à cette évolution future du marché. Donc c'est quelques exemples parmi d'autres, mais vous voyez que l'intelligence artificielle dans le domaine bancaire, on peut considérer qu'elle s'adapte quasiment, ou qu'elle concerne en tout cas tous nos métiers, y compris d'ailleurs certains qui ne sont pas vraiment de notre métier de base. Je pense à l'entretien de nos bâtiments qui peuvent faire appel à l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, je vais le rappeler, c'est vraiment effectivement quelque chose d'avenir et c'est quelque chose qui s'impose de plus en plus aux entreprises. Et comme vous l'avez cité tout à l'heure, les entreprises qui n'auront pas su prendre ce virage se retrouveront certainement rapidement en grande difficulté. Pour autant, l'intelligence artificielle, ça n'est pas quelque chose qui remplace l'humain. C'est quelque chose, ça a été dit aussi, qui vient en soutien, en accompagnement de l'humain. Et à la BCI, c'est vraiment dans cet axe-là que nous travaillons. Nous souhaitons effectivement développer de l'intelligence artificielle, du traitement de la donnée via les data, pour pouvoir apporter un service de plus en plus précis, de plus en plus pertinent à nos clients et faire en sorte que nos collaborateurs, dans cette relation avec la clientèle, soient confortés dans ce qu'ils estiment être la bonne voie, le bon conseil pour le client, soient parfois un petit peu contredits dans leur vision du choix de services ou de produits à la clientèle pour qu'au final, l'offre qui est apportée au client soit la plus précise et la mieux adaptée à ses attentes. Alors, on n'est pas du tout dans cette démarche, effectivement, d'une analyse qui consisterait à vendre en permanence. On est bien dans une démarche d'une analyse qui consiste à vendre lorsque l'on détecte que ça correspond bien à l'attente et aux besoins du client. Cette vente éthique est essentielle pour nous et en ce domaine-là, l'intelligence artificielle peut nous aider. Pour le client, il y a plusieurs applications. Il y a l'application directe que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire la relation avec son conseiller de clientèle, dans lequel il va trouver de plus en plus de valeur ajoutée dans le conseil, parce que d'abord, l'intelligence artificielle aura retiré du quotidien des collaborateurs un certain nombre de tâches qui sont à moindre valeur ajoutée et donc lui laissera plus de temps pour être dans le conseil avec le client. Il y a aussi la capacité demain pour le client d'accéder à nos services et à nos produits directement, en autonomie, au travers d'outils à distance qui, sans laisser le client seul face parfois à des choix compliqués parce que très techniques, pourront guider le client et l'amener à soit pré-réserver un produit ou un service, soit, pourquoi pas, demain, à le souscrire intégralement si les différentes options qui lui ont été proposées lui conviennent.
Donc on est bien ici dans une capacité à analyser sur la base de données qui sont des données du passé, à analyser le comportement futur de notre client, en croisant des données comportementales du client, mais aussi une évolution du marché, en croisant effectivement des évolutions technologiques ou de services de la banque, et faire en sorte que nous soyons de plus en plus précis et de plus en plus efficaces dans cette relation avec la clientèle. Alors, si on regarde côté bancaire, la vision que nous en avons, c'est que si on fait de l'intelligence artificielle seule, clairement, on déshumanise complètement la relation et on est face à une boîte noire qui, certes, a beaucoup de données, beaucoup de capacités, mais qui va souvent passer à côté d'analyses un peu plus humaines, je dirais, dans la relation, qui sont essentielles. Si on laisse le conseiller seul, face à un métier qui se complexifie de par la réglementation, de par la complexité des produits et services que nous sommes amenés à proposer à nos clients, eh bien, on a là aussi un risque de déperdition, un risque d'égarement un petit peu de nos collaborateurs qui ne pourront pas tout maîtriser. Donc l'intelligence artificielle et l'humain doivent être vus et sont vus à la BCI comme un complément, comme un couple qui doit avancer ensemble et faire en sorte que notre métier soit, encore une fois, de plus en plus précis pour servir nos clients et pour servir l'économie calédonienne en général. Voilà, c'est le cadre de travail que nous avons mis en place à la BCI. Nous verrons peut-être un peu plus dans le détail sur la deuxième plateforme. Mais l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle s'impose à nous. Et je dirais, quel que soit un petit peu le prix à payer, nous devons investir, nous devons aller dans cette marche en avant, au risque demain d'être complètement dépassés par des acteurs qui viendront de l'extérieur et qui se seront fortement équipés, voire uniquement équipés de cette intelligence artificielle, et viendront nous concurrencer sur nos métiers de base. On vient de voir donc des cas d'usage dans des groupes et des entreprises établies, un industriel, les telcos, le monde bancaire, tout ça, ce sont des grosses entreprises. Mais finalement, l'IA, donc, ça devient un incontournable et un levier de transformation pour ne pas disparaître. C'est ce qu'on vient d'entendre presque. L'IA, c'est aussi des nouveaux business, des nouvelles opportunités. Donc la French Tech, ici représentée par Delphine, c'est Malais, donc c'est un regroupement de start-up. Et donc l'IA, ce sont aussi des opportunités, Delphine. Effectivement. Merci pour cette introduction. On est une communauté assez récente, donc je vais vous parler rapidement de la French Tech. La French Tech, donc, c'est la communauté des start-up françaises partout dans le monde. En Nouvelle-Calédonie, nous avons été labellisés il y a un petit peu plus d'un an, début mai 2020. Et donc, il y a une centaine de communautés aujourd'hui dans le monde et la Calédonie a sa French Tech depuis un an. Je vous ai fait ici une représentation de nos startups. La French Tech, c'est la communauté des startups, mais c'est aussi tous les acteurs qui rayonnent autour de ces startups, et qui les aident à se développer, à se financer et à trouver des partenariats. Donc on a des startups, des jeunes entreprises innovantes, des contributeurs et des financeurs. Aujourd'hui, ce petit graphique, c'est une représentation des startups et jeunes entreprises innovantes, des domaines dans lesquels elles sont actives sur le territoire en Nouvelle-Calédonie. On a à ce jour 39 membres, startups et entreprises innovantes, et vous avez ici donc une répartition des domaines, des principaux domaines dans lesquels elles agissent. Les noms des startups que vous voyez autour, ce sont des startups qui font de l'IA à ce jour sur le territoire. Donc ce sont soit des startups qui développent leur innovation sur l'intelligence artificielle, soit ce sont des startups qui ont un modèle économique et qui utilisent une petite brique d'IA dans leur projet innovant. Donc en fait, on est une communauté très diverse, forcément, puisqu'on agit un peu dans tous les domaines. Aujourd'hui, c'est juste au niveau de la sécurité. On n'a pas d'entreprise innovante à ce jour, sachant que toutes les startups du territoire n'ont pas encore rejoint la French Tech. Donc on vous encourage à nous rejoindre, bien sûr, que ce soit start-up ou partenaire. Je profite pour faire aussi ma petite pub. Voilà, donc quelques cas d'usage chez nous. Vous avez la start-up qui s'appelle Le Tricot, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Donc eux, ils sont surtout dans le domaine du commerce. Alors,
je vais vous parler très rapidement de chacune des startups, hein, puisque bien sûr, ce n'est pas la mienne, donc je suis mal placée pour vous définir exactement leur IA. Mais le Tricot, c'est une startup qui met en relation des particuliers pour vendre du matériel, des vêtements et des accessoires. Et donc, c'est une plateforme qui est en ligne et ils utilisent l'intelligence artificielle pour caractériser leurs utilisateurs, à quel moment les utilisateurs vont se désabonner, etc. Donc, pour cibler leurs produits et leurs concepts. Vous avez tout en haut à droite MAM, l'assistant connecté qui agit au niveau du domaine de la santé et des objets connectés. C'est une nouvelle start-up qui est naissante et qui développe... c'est difficile pour moi, mais vous pourrez leur demander plus précisément. Mais grosso modo, MAM, c'est une appli qui permet tout ce qui est connecté, d'assistance à la personne, et qui utilise l'IA en fait pour détecter des comportements à risque. En fait, ils utilisent la domotique pour avoir comme une surveillance chez les particuliers, chez les gens, pour qu'ils puissent rester à domicile. Et ils utilisent l'intelligence artificielle pour prévenir des comportements à risque chez ces gens-là et faire intervenir des médecins ou des personnes lorsque c'est nécessaire. Donc ça permet de rester plus longtemps à la maison. Vous avez la start-up L2K qui ont développé un boîtier qui permet sur les... je suis désolée, en plus je suis grippée, donc j'ai du mal. Sur les... je prends mes anti-sèches. Je suis désolée. En plus, je les connais bien, ils ne vont pas être contents. Ah oui, c'est ça. J'aurais dû faire comme vous. Excusez-moi. Hein. Donc voilà, ils ont la détection acoustique des navires en marina. Donc Joël, si tu es là, je m'excuse. Donc ils utilisent ce boîtier qui est actif pour étudier les entrées et les sorties des bateaux sur les mouvements acoustiques dans les marinas. La Startup Vision, ce sera plus facile, c'est la mienne. Donc, on utilise l'intelligence artificielle pour analyser des vidéos de poissons. Aujourd'hui, on analysait toutes ces vidéos manuellement dans le cadre d'échantillonnage de biodiversité. Et donc, je développe un logiciel pour faire cette analyse automatiquement, sans intervention humaine. Et vous avez Insight et Bluesham qui analysent, alors pas de la vidéo, mais c'est aussi de l'analyse d'images, mais c'est de l'image de satellite. Et donc, ils utilisent l'IA pour... alors, pas pour les mêmes choses, mais je vous fais un combo général, mais c'est pour faire des modèles prédictifs sur l'occupation des sols et pouvoir prévenir des risques, notamment des risques d'incendie. Je crois que c'est Insight qui faisait ça sur des risques d'incendie et Bluesham travaille sur des traits de côte ou des choses comme ça. Alors, c'est très... je ne voudrais pas qu'on retienne que ça de chacune des startups, mais voilà... Vous pouvez les contacter directement. Et... En tout cas, la French Tech est active en IA et bien présente. Merci beaucoup Delphine. Et merci de nous montrer aussi que la tech elle est quand même bien présente en Calédonie, y compris sur ces sujets de pointe. Et au-delà de ça, ce qu'on vient de voir, c'est que l'IA en Calédonie, ça y est déjà. Et il y a quand même beaucoup d'usages qui sont déjà adressés. Que ce soit par la communauté de la French Tech, par les entrepreneurs, mais aussi par des organisations un peu plus conséquentes. Et du coup, la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut réussir à concrétiser tout ça ? Là-dessus, on l'a un peu souligné déjà auparavant, mais il y a une étude, encore une fois, j'aime bien les études, moi. J'aime bien la data en général, mais il y a une étude qui avait été réalisée là, par un cabinet de conseil en stratégie Boston Consulting Group. En fait, ils sont allés interroger tous ceux qui avaient réussi déjà à concrétiser l'IA chez eux, en leur demandant finalement, c'est dû à quoi les gains que vous annoncez partout sur les marchés. Et en fait, les réponses qui ressortent, c'est de dire en fait, la valeur qu'on va réussir à générer avec l'intelligence artificielle, les gains qu'on va vraiment réussir à concrétiser, en fait, oui, il y a l'algorithme, c'est 10%, mais il n'est pas là le nerf de la guerre. Derrière, c'est 20% de big data. C'est le travail qu'on va avoir autour de la donnée. Parce que pas de data, pas de chocolat. Mais surtout, le point qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est 70% de transformation du métier.
C'est-à-dire que pour le métier, à la fin, pour l'utilisateur, c'est des nouveaux rôles, c'est des nouveaux outils, c'est des nouveaux modes de fonctionnement. Et on peut très bien avoir le plus bel algorithme du monde. Si à la fin, le métier ne s'en saisit pas, l'utilisateur final ne s'en saisit pas, ça ne sert à rien. Donc voilà, le point, c'est que voilà, pour pouvoir réussir sur l'intelligence artificielle, il faut certes penser à l'algorithme, mais j'ai envie de dire, c'est la dernière question. Il faut en premier regarder les données, et ensuite regarder comment est-ce qu'on va pouvoir réussir finalement à changer ce métier. Comment ? Parce qu'à la fin, l'IA est juste là une aide pour ce métier-là, mais elle va pas le remplacer. Donc c'est vraiment comment est-ce qu'on va l'aider à réussir à être plus performant au quotidien. Et donc au-delà de la transformation du métier, je l'ai dit, pas de data, pas de chocolat. Et donc du coup là-dessus, les acteurs publics ont notamment un rôle assez fort à jouer pour pouvoir réussir à libérer vraiment la donnée, parce que voilà, pour qu'on puisse vraiment pleinement, que l'intelligence artificielle puisse pleinement prendre son essor, il faut avoir de la donnée. Et du coup, pour ça, on accueille Wissy Tao, qui est chargé de produits numériques, du coup à la direction du numérique et de la modernité, et notamment en charge du projet Open Data pour le gouvernement. Bonsoir à tous. Alors, je ne vais pas vous parler directement d'intelligence artificielle, mais donc d'une des matières premières de l'IA, à savoir la data. Et plus particulièrement, je vais vous parler de... Attendez, j'ai oublié d'appuyer. Je vais vous parler d'open data, donc d'ouverture des données. Alors, moi, je travaille dans le monde de l'administration. Et quand il s'agit de rendre publiques les données des administrations, une peur qui revient souvent, c'est non mais attends, oui, là, c'est compliqué ces données-là. C'est un peu sensible, c'est confidentiel, voilà, c'est très compliqué. Alors, du coup, qu'on soit clair là-dessus, le périmètre de l'open data exclut les données à caractère personnel, CF, le RGPD. J'ai encore oublié d'appuyer, pardon. J'ai oublié de me synchroniser. Sont exclues également les données qui sont protégées par un droit de propriété intellectuelle et les données couvertes par un secret légal. Donc c'est le secret statistique, secret médical, secret fiscal, secret... il y a plein de secrets. Et quand on exclut finalement toutes ces données top secrètes, on se rend compte qu'il reste encore plein de données, et notamment des données qui de base ont vocation à être rendues publiques. Alors je rappelle juste, les données publiques, ce sont les données produites ou reçues par les administrations dans le cadre de leur mission de service public. Mais alors, pourquoi finalement publier les données pour les administrations ? Eh bien déjà, c'est répondre à des obligations de transparence de l'administration. Également, ça permet d'améliorer l'efficacité de l'action publique, puisqu'on va par exemple gagner du temps. Et on va encourager l'innovation et le développement de l'économie numérique, puisqu'on va pouvoir créer des nouveaux services innovants basés sur la data, permettant d'améliorer par exemple la qualité de vie des personnes et de faire émerger une société civile mieux informée. Et enfin, publier nos données en open data, c'est aussi pour l'image et l'attractivité du territoire. Alors, qu'en est-il de la démarche open data du gouvernement ? Alors, il y a environ 10 mois de cela, nous avons lancé la plateforme opendata.gouv.nc. Son ambition, c'est d'être un point d'entrée unique pour tous, afin de pouvoir y consulter et d'y télécharger les données des administrations calédoniennes, et ce, d'une manière purement libre et gratuite. Aujourd'hui, nous avons sur data.gouv.nc plus de 230 jeux de données, provenant d'une quinzaine de partenaires. Parmi ces partenaires, nous avons l'OPT, nous avons la province sud, les provinces, la CCI, etc. C'est pour citer que. Alors, il y a un an, cette plateforme, c'était qu'une expérimentation. Mais désormais, nous souhaitons œuvrer pour passer à l'échelle et continuer en fait à enrichir la plateforme en rencontrant de nouveaux partenaires, en les sensibilisant sur la démarche et en les accompagnant jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la publication des données, jusqu'à l'automatisation des données, etc. Également, nous avons un gros sujet. Nous souhaitons travailler sur l'amélioration de la qualité et de la fiabilité des données. Parce que finalement, quand vous réalisez une application basée sur des données publiées en open data, finalement, vous ne maîtrisez pas forcément la donnée que vous utilisez. C'est-à-dire que vous ne maîtrisez pas la qualité des données, la fréquence de mise à jour des données, la disponibilité, la validité des données. Et d'une certaine manière, vous êtes dépendant du producteur de données. Donc, comment faire pour être sûr
de la fiabilité des données. Eh bien, c'est un sujet sur lequel nous souhaitons nous pencher sérieusement, de sorte que vous puissiez utiliser les données des administrations en toute confiance. Un autre point important, c'est que nous souhaiterions... J'ai encore oublié, je suis désolée, je me suis pas bien entraînée à synchroniser. Nous souhaitons également améliorer la circulation et l'échange de données et également élaborer un référentiel de jeux de données d'intérêt général. Alors, il est important aujourd'hui que nous construisions une véritable communauté Open Data NC et nous vous encourageons à participer vous aussi à la démarche. Alors, comment, vous allez me demander? Eh bien, déjà en utilisant les données, en nous partageant vos réutilisations. Également, n'hésitez pas à nous signaler si vous détectez une erreur ou une incohérence dans les jeux de données des administrations. Dans la philosophie de l'open data, on est vraiment dans une démarche de bienveillance. On n'est pas là pour pointer du doigt le producteur de données qui aurait fait une coquille, mais véritablement, on est là pour l'informer, de sorte qu'il puisse corriger la donnée, la republier et faire ainsi monter en qualité son jeu de données. Et du coup, tout l'écosystème que nous formons contribuons à ce véritable cercle vertueux de la donnée. Également, vous pouvez participer en nous signalant, en nous faisant part des jeux de données auxquels vous n'auriez pas encore accès et que vous aimeriez bien que nous essayions de libérer. Et nous œuvrerons de notre côté auprès des administrations concernées. J'oubliais juste, si vous êtes une administration et que vous souhaitez bien sûr partager vos données, adhérer à la démarche, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, vous pouvez nous contacter à l'adresse opendata@gouv.nc, également vous inscrire à la newsletter et suivre notre page Facebook. L'important aujourd'hui, c'est vraiment de faire vivre la plateforme. Et du coup, n'hésitez pas à nous faire vos retours, qu'ils soient bons ou mauvais. Nous, on est preneurs parce que l'idée, c'est vraiment de nous améliorer et de répondre aux besoins des usagers. Voilà, merci. Merci Wissy. Donc voilà une présentation pitch, hein, on l'avait dit, on sent le dynamisme. Et donc cette démarche effectivement de travailler sur les données, puisque on l'a dit, hein, le carburant c'est la donnée. Donc de la donnée, si j'ai tout compris, en quantité, en qualité et disponible pour pouvoir effectivement être utilisée, réutilisée, transformée. Donc c'est un bon exemple de partage. On va voir que donc là on a évoqué les 20%, hein, si j'ai tout retenu aussi, dans les conditions, en tout cas, ce qui permet de concrétiser l'IA. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au deuxième temps de cette table ronde avec alors presque les mêmes acteurs, puisque là on va regarder en fait comment concrétiser l'IA, quelles sont les conditions, et du coup on a un petit changement de joueur dans l'équipe BCI. Donc on accueille Marc Bourotte, donc data scientist. Donc là, on sent tout de suite qu'on va parler soit algorithme, soit nouvelles compétences. Donc merci de nous rejoindre. Du coup, on va revenir finalement vers la French Tech. Delphine, du coup, tu nous disais, voilà, on a plein d'idées, on a plein d'entrepreneurs. On voit, il y a une petite kyrielle de projets et de nouvelles idées, donc de futures nouvelles grandes entreprises qui vont s'exporter. Mais qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir aller plus loin et vraiment transformer l'essai, de passer de la start-up et de monter à l'échelle, comme on dit? Quelles sont les conditions? Alors, il faut pas mal de choses pour les startups. Donc j'ai fait une petite slide pour illustrer mes propos. J'ai repris son petit graphique sur le 70-20-10. L'idée, c'est de dire que nous, en transformation du métier, on n'est pas trop mal, normalement, puisqu'on crée un nouveau métier. Sinon, il n'y a pas de start-up si on n'est pas bon en transformation de métier. Donc là-dessus, nous, ça va. Et après, ça va dépendre d'une start-up à une autre, hein, mais il y en a qui seront plus ou moins bons en IA, puisqu'ils auront des développeurs chez eux, d'autres qui auront beaucoup de données, d'autres qui auront ni d'IA ni de données, etc. Si on veut faire grandir la communauté, l'idée c'est de se dire, ce qui représente une start-up, souvent quand même, c'est d'être pas nombreux et d'avoir pas beaucoup de moyens. Donc ce qu'on a besoin, c'est des moyens humains et financiers, forcément, mais là, je vous invente rien. Mais si on rentre dans le détail, en fait, pour faire grandir les startups au niveau IA, on va plutôt chercher à mutualiser les efforts, en fait, tout simplement. C'est pour ça qu'on s'est mis en communauté, hein, d'ailleurs, et qu'on a rejoint la French Tech. C'est de se dire à plusieurs, on est plus fort. Donc, mutualiser les moyens, pourquoi pas mutualiser des développeurs. Par exemple, quand on
quand des fois on va avoir besoin que d'une toute petite brique d'IA pour transformer un produit et le rendre super performant et pouvoir l'exporter. Donc on peut très bien avoir besoin que de 6 mois de développement. Donc on ne va pas recruter quelqu'un juste pour 6 mois, le former, etc. On peut avoir besoin de travailler sur un jeu de données que pendant 1 mois. Là, on peut avoir accès à la plateforme Open Data si on travaille sur de la donnée administrative, mais si on peut avoir besoin de travailler sur de l'image, etc. Donc vous voyez, si on mutualise les données, donc on va avoir besoin, je vous ai mis les 3 grands types, des données accessibles, fiables, parce qu'on a besoin de développer un produit performant, donc il faut de la donnée qualifiée, et si on entraîne nos algos sur des données qui sont mal répertoriées, ça ne fonctionnera pas. Donc il nous faut de la bonne donnée en grande quantité, disponible. Donc là, c'est comme tout le monde, on n'invente rien. On a besoin de compétences pour valoriser. Alors oui, on peut aller chercher la compétence à l'extérieur. On fait du numérique, on peut développer partout dans le monde. Ce qui serait bien, c'est d'avoir de la bonne compétence en local aussi. Parce que quand on fait de l'innovation, ce qu'on a très peur, c'est qu'on nous prenne notre innovation, forcément. Donc aller développer sur des développeurs au Bangladesh ou je ne sais où, c'est pas forcément très sécurisant pour une start-up. Alors quand on est sur des choses aussi sensibles que créer son entreprise... Moi, je vois par exemple, je développe mon logiciel sur un brevet, donc, mais on ne peut pas breveter partout dans le monde. Donc, si je développe mon algorithme en Inde ou je ne sais où, je ne suis pas sécurisée, ou en tout cas très peu. Ou en tout cas, ça me fait peur. Donc, je vais vouloir quand même préférentiellement le faire ici. Pareil, mes données, je vais vouloir les stocker en Nouvelle-Calédonie. Alors, on sait que maintenant, pareil, on peut les stocker un peu partout dans le monde, mais si on pouvait mutualiser les infrastructures, donc les réseaux, les capacités de stockage, forcément. En fait, tout ce qui touche, il faut les mutualiser et se le partager. En tout cas, pour les startups, ça serait une grande aide et ça nous permettrait de bien nous exporter et de bien avancer. Voilà. Merci Delphine, du coup, ça a le mérite d'être très clair. Mais donc, du coup, ça, c'est la vision côté start-up. Si maintenant on essaie de regarder vision plutôt côté grande entreprise, Damien, quelles ont été finalement vos priorités en tant qu'industriel pour réussir à mener cette transformation? Bon, nous, on suit exactement le même processus exprimé du 10-20-70, effectivement. On en est là également. Nous, notre prérequis, c'est d'avoir de la donnée, donc d'avoir accès à de la donnée, de pouvoir la remonter et pour pouvoir la capitaliser. Effectivement, on peut améliorer que ce qu'on peut mesurer. Donc mesurons et connectons au maximum nos installations pour pouvoir... nos installations et nos processus pour pouvoir les améliorer en permanence. Donc voilà, ça c'est notre premier prérequis, donc c'est le leitmotiv de la soirée, c'est la data, et puis effectivement avoir une donnée fiable, robuste, juste, etc. Et ça c'est pas évident, et je dirais que c'est pas le métier non plus de la SI ou des informaticiens, c'est le métier du métier, justement. Celui qui va pouvoir dire si la donnée elle est robuste et fiable, c'est bien celui qui connaît son métier, quoi, au sens fonctionnel, quoi. Donc ça, qu'on ne se trompe pas là-dessus. Donc voilà. Et alors après, donc nous, notre ambition, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est notamment pour les mines qui ont un petit retard là-dessus du fait d'une grande disparité, d'une grande... c'est très étendu, nos domaines miniers sont très étendus et très éloignés de la capitale. En plus, ce sont des chantiers mouvants, on va pouvoir ouvrir des chantiers à droite, à gauche. Donc le deuxième prérequis qu'on a, nous, c'est de pouvoir avoir, et là je fais un petit clin d'œil de côté à Philippe, mais c'est pouvoir... libérer en permanence d'éventuelles contraintes en matière de capacité de réseau ou de connectivité, quoi. Qu'on puisse avoir, quand on veut remonter le maximum d'informations, qu'on ne soit pas contraint par mon voisin de droite, quoi, en gros, quoi. Mais c'est pas le cas, je n'ai pas dit que c'était le cas, parce que pour l'instant on n'en est pas encore là.
Voilà. Alors après, on arrive dans le 70, là, 70, donc les compétences. Et nous, on fait le choix, alors le terme n'est pas de moi, on fait le choix d'hybridation de métiers. Pourquoi ? C'est-à-dire que oui, il y a des data scientists. Donc nous, on va prendre plutôt nos experts métiers en interne et on va les former à la data science. Donc on va, parce que comme je disais, celui qui connaît le mieux son métier, c'est l'expert métier. Donc il est déjà assez fan de la donnée lui-même, parce qu'il passe son temps dans la donnée. Donc, donnons-lui tous les outils nécessaires, le vernis nécessaire et suffisant pour qu'il puisse exploiter pleinement les outils qu'on lui met à disposition. Donc, on a formé l'année dernière 10 de nos experts métiers, que ce soit des métallurgistes, des fiabilistes, des minéralurgistes, des ingénieurs études, process. On les a formés à la data science. Et donc c'est un processus qui est certifiant. Il y en a 3 jusque-là qui sont allés jusqu'à la certification. Donc voilà, donc on va parler, quand je parle d'hybridation, du coup on est en train de faire des data métallurgistes, des data minéralurgistes, des data... Bon, je ne sais pas si ça existe vraiment, mais c'est... Voilà, on va breveter le terme. Donc ça, c'est pour la partie vraiment traitement de la donnée, mais après, je voudrais quand même revenir sur des fondamentaux un peu plus basiques, Eric a évoqué tout à l'heure, qui est l'humain. On a, et là, ce sont tous les outils d'excellence opérationnelle qui prennent le pas là-dessus, et notamment l'appropriation au changement, quoi. Tout ça, ça peut fonctionner que si on arrive à implémenter le changement et si on arrive à l'implémenter vite. Alors, en matière de transformation digitale, c'est assez simple aujourd'hui de donner des outils de mobilité à n'importe quel agent de notre entreprise. On peut lui donner un smartphone ou une tablette et puis dire maintenant, plutôt que de saisir sur papier, tu vas saisir sur la tablette puisqu'il a ça à la maison, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, quand on lui donne des outils un peu plus compliqués d'IA ou de la donnée qui n'est pas tout à fait encore bien digeste, là, on va transformer réellement le métier et il faut l'accompagner au changement. Donc là, on forme aussi en interne à l'appropriation du changement au travers de projets Lean Six Sigma, qui est le standard qu'on a choisi pour mener à bien les projets d'amélioration continue. Voilà, et du coup, qu'est-ce qu'on fait en ce moment même ? On a un projet qui s'appelle Talent 2025, qui est de cartographier l'ensemble des compétences dont on aura besoin pour être au top et continuer à être au top jusqu'en 2025. Et forcément, là-dedans, on va retrouver les compétences de data, tout comme les compétences qu'on appelle les soft skills, les sciences molles, qui sont comment on fait pour s'approprier le changement et comment on fait pour adhérer à toutes les démarches d'amélioration continue. Voilà, donc on s'appuie avant tout, certes sur la transformation digitale, mais avant tout sur l'humain, qui est le socle de base de notre entreprise, qu'on puisse continuer à acheter les robes dernier cri pour notre vieille dame. Bon, sacré programme. Ah, oui, Philippe. Réponse. Alors, droit de réponse. Voilà. Non, juste pouvoir illustrer, parce que le sujet du plan 4 millions de tonnes et de la mine connectée, qui est juste fondamental, ça fait partie du triptyque du plan de la SLN. On était dans cette même salle en 2019 sur un autre exposé, et on était avec les métallurgistes, et sorti de là, Dominique Catraoua, effectivement, m'a contacté pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc, je parle sous temps contrôle aussi, j'ai fait travailler mes équipes pour qu'ils me fassent un point. Donc il y a un groupe de travail qui a été mis en place. D'abord, le travail il a été fait chez vous, puisque la mine connectée, il y a un standard qui a été défini. Cette mine doit être connectée jusqu'à Nouméa, jusqu'au centre Cupidon, jusqu'à Doniambo, avec une capacité de débit. Aujourd'hui, elle est fixée à 50 mégabits. Et puis, tu l'as dit, la mine, c'est un environnement mouvant, sur lequel il y a besoin de réseaux mobiles pour pouvoir capter des données, pour pouvoir communiquer. Sauf que la mine, elle commence, le sommet est à 1200 mètres, et puis on creuse un endroit, ça tombe à 800 mètres. Et il faut que le réseau mobile puisse s'adapter en permanence. Donc le choix qui a été fait, je prends le cas de Poum, c'est une mine qui est essentielle dans le plan 4 millions de tonnes. Poum, là, va être accordé avec un lien à 50 mégabits depuis Poum jusqu'à Nouméa pour pouvoir rapatrier les données. Nous, on a une couverture mobile sur le site,
Mais on ne peut pas intervenir tous les mois, tous les 2 mois pour changer la couverture parce que ça aura creusé un endroit là où est installé notre pylône. Donc on a fait le choix avec la SLN de confier à la SLN des répéteurs mobiles et ce sont les équipes de la SLN qui déplacent l'émetteur, le réémetteur mobile de manière à ce qu'il soit, c'est vous qui connaissez votre métier, c'est vous qui savez où vous creusez. Donc on l'a fait sur Poum, on le fait également sur Thiebagui. Et sur Copeto, là, il y avait des nouveaux besoins et on installe d'ici juillet 2 nouveaux sites mobiles. Et vous êtes plusieurs miniers. Et pour les besoins de, alors j'allais dire Valais, mais ça a changé de nom. Vous avez peut-être suivi, là, il y a eu des coupures aujourd'hui sur les télécommunications du Sud parce qu'on augmente les capacités de nos faisceaux hertziens qui raccordent la zone. Valais était raccordé jusqu'à présent avec un lien à 100 mégabits entre l'usine et Nouméa. Et là, l'objectif, d'ici 2-3 mois, c'est de passer à 600 mégabits. Donc ça donne les besoins en débit entre l'endroit où on travaille, l'endroit à Nouméa où Valais, Premier Ressources aura ses équipes. Et donc l'objectif, il y a des moyens télécoms génériques pour des besoins génériques, mais il y a nécessité de travailler en commun. Je parlais de l'écosystème tout à l'heure, qu'en fonction des besoins spécifiques, eh bien, qu'on travaille ensemble sur ces besoins spécifiques pour apporter les réponses. Et c'est ce qu'on a su faire ensemble, je dirais. Mais ne lâche pas le micro, du coup. Parce que du coup, voilà, l'OPT est à la pointe pour accompagner tous les projets d'innovation et accompagner la montée en puissance des mines. Mais du coup, ça, c'est pour l'externe. Maintenant, en interne, on a pu voir qu'il y avait, voilà, il y a quand même un certain nombre de défis technologiques, des défis sur les données, des défis sur les compétences, des défis culturels. Ça fait beaucoup de défis. Comment est-ce que, du coup, à l'OPT, quelle est l'approche qui a été adoptée pour réussir à relever tous ces défis liés à l'IA? Je l'ai dit tout à l'heure, une approche pragmatique, parce que l'OPT, c'est 1200 personnes, c'est 3 métiers, mais c'est aussi des métiers de support. Donc, on ne peut pas former les 1200 personnes. Donc, on a choisi le principe d'une formation-action, et avec 2 aspects, un aspect top-down et un aspect bottom-up. Top-down, c'est-à-dire qu'il faut mobiliser notre comité directeur sur ces enjeux, sur l'acculturation, sur la familiarisation à l'IA, que chacun des directeurs s'approprie également qu'est-ce qui peut être fait dans son domaine. On l'a dit, ça touche tous les domaines. Et de travailler avec le CODIR sur la définition. Je l'ai dit, il faut passer d'expérimentation d'initiative à une véritable politique d'entreprise. Donc il faut qu'il y ait une acquisition en haut pour que ça puisse descendre. Mais descendre, c'est une chose, mais il faut que ça remonte parce que tu l'as dit, ce sont les métiers qui doivent être totalement impliqués dans le process. Donc là, on a une action également bottom-up pour détecter les talents. C'est toujours la même approche. Détecter les talents, détecter l'époque sur lesquelles il va falloir travailler. Une fois qu'on aura fait des POC, il va falloir les évaluer et puis définir qu'est-ce qui va être mis en œuvre de manière complète au final. Et pour ça, on n'y va pas tout seul. Donc là, je parle toujours sous le contrôle de Jean Simon. Donc on a lancé une consultation, on a retenu un prestataire. Le monsieur est là. Et pour nous accompagner, aussi bien le CODIR, aussi bien dans la détection des talents, toute cette partie-là, l'objectif, c'est de le faire d'ici la fin de l'année. Et puis après, eh bien, c'est de pouvoir décliner l'époque l'année prochaine et d'ici la fin de l'année, avoir défini l'ensemble de notre politique d'entreprise autour de l'IA. Ambitieux, mais bon, je pense qu'on a pris la bonne personne. Pas de pression, c'est bon. Oh, on avait dit pas de pub. Hein. Pas de pub. Je vais prendre 10% sinon, attention. Ouais, juste un point avant de rendre le micro. Alors là, moi, je suis le porte-parole de l'OPT, mais à l'OPT, la personne qui porte la démarche, et on aurait dû être, sauf toi parce que tu es arrivé après, en égalité homme-femme, c'est Nadine Nogroalenda, la directrice générale adjointe en charge du pilotage stratégique et qui porte la démarche IA. Le prochain coup, c'est elle qui sera là pour parler à ma place, voilà. Mais je la remplace, voilà, avec tous les mots qu'elle a pu me mettre dans la bouche. Très bien. Donc j'espère bien. Pour moi, c'est très important la parité. Il faut montrer que la tech, c'est pas simplement
les canapés de gauche là. Alors on a évoqué, du coup on l'a fait un peu dans le désordre. Hein. Côté BCI, du coup, on a donc un data scientist qui va pouvoir nous expliquer en fait comment est-ce que la BCI met en place tous les nouveaux usages qui ont été présentés, hein, comment on sert mieux le client, comment aussi peut-être on optimise les services centraux, etc. pour améliorer la performance. Donc comment vous y êtes pris et quelles sont vos priorités pour concrétiser cette IA? Avant de répondre à la question, je vais juste en profiter un peu pour parler du métier de data scientist au final, super. parce que c'est vrai que en plus ici on parle d'IA, donc c'est peut-être pas facile pour les gens de raccorder forcément qu'est-ce qu'est la data science et qu'est-ce qu'est l'intelligence artificielle. Alors c'est sûr, je ne me lancerai même pas dedans parce que c'est extrêmement compliqué, c'est connexe, c'est brumeux entre les deux. J'ai encore lu des publications cette semaine pour essayer de lire la différence. C'est juste impossible. Donc je ne me lancerai pas dans ce petit jeu-là. Qu'est-ce qu'un data scientist? Alors si j'étais un petit peu feignant, je dirais simplement que c'est un expert de la data. Je ne vous aurais peut-être pas renseigné beaucoup à ce niveau-là. Donc, sinon, une autre définition un petit peu plus simple, c'est que c'est véritablement un mouton à 5 pattes, c'est-à-dire que c'est un expert en principe des maths, des stats, un expert en informatique, que ce soit aussi bien sur la partie infra, sur la partie développement, sur la partie web, sur la partie algorithmie, et en plus un expert, comme on l'a vu, un expert métier. Moi, en ce qui me concerne, je suis expert en pas grand-chose, et pourtant j'arrive à faire un petit peu. Donc on n'a pas besoin d'être franchement expert dans tout, mais c'est vraiment l'union, enfin l'intersection entre ces 3 points qui est vraiment le point fort du data scientist. Donc la question qui m'était posée, c'est quelles sont les priorités d'une banque comme la BCI pour concrétiser l'intelligence artificielle? Et d'un côté BCI, en fait, on a mis vraiment la priorité à 2 niveaux, au niveau donc, de l'humain et au niveau de l'organisationnel. Donc forcément, les deux sont extrêmement liés. Quand on met en place une application IA, en fait, tous les acteurs sont concernés au niveau de la donnée. Donc les acteurs de la donnée, simplement, il y a ceux qui la produisent. Donc chez nous, c'est quasiment tous les métiers qui produisent de la donnée. Il y a ceux qui la gèrent. Donc là, c'est l'informatique, c'est vraiment les gardiens du temple. Je ne sais pas s'il y en a un certain nombre qui ont eu l'occasion de se frotter au DSI, mais vous savez forcément de quoi je parle à ce niveau-là. Et puis il y a ceux qui les utilisent, ils sont extrêmement nombreux, ça va des managers, la direction générale et un certain nombre de métiers. Et donc, l'axe prioritaire, ça a vraiment été de chercher ce qu'on appelle inculquer une culture data au sein de la BCI. Je vais prendre un exemple simple, donc c'est au niveau des producteurs de la donnée. Il faut éviter en fait qu'ils se retrouvent à créer ce qu'on appelle des silos de données, c'est-à-dire c'est des données qui sont accessibles qu'à une seule partie de la banque et qui sont complètement isolées du reste de la BCI. Si on laisse faire ça, effectivement, on se retrouve avec un certain nombre de risques pour l'entreprise, des risques assez simples. Le premier, en fait, c'est du gaspillage de stockage. Et forcément, ça a un coût assez important sur tout ce qui est infra et la maintenance de l'infrastructure. Ce qui est beaucoup plus gênant, c'est un manque de collaboration entre les différents services. Et on peut même arriver à un certain nombre d'erreurs sur les données qui sont produites, parce que notamment les règles de gestion qui sont utilisées sur les données ne sont pas partagées. Et donc c'est forcément une perte d'efficacité, parce que ça demande un certain nombre d'allers-retours entre les services pour réussir au final à corriger ça quand c'est possible. Et quand on n'y arrive pas, au final, ça pose un vrai problème stratégique, parce que pour prendre une décision sur des données qui sont différentes alors qu'elles ne seraient pas censées l'être, on arrive vraiment à un casse-tête. Et le dernier point, c'est une vulnérabilité pour l'entreprise, en fait, parce qu'on se retrouve avec une dépendance à un expert de la donnée, et quand cette personne est absente ou si elle venait à partir, il y a un vrai risque pour la boîte de ne plus être capable d'utiliser, de produire ces données, de maintenir ces données. Donc c'est pour ça que nous, on a vraiment travaillé à renforcer cette culture data au travers du data management. Et au niveau organisationnel, ça nous a amené à un certain nombre de réflexions autour de ce qu'on appelle donc la gouvernance de la donnée. Donc je suis désolé parce qu'au final, je n'aurais pas parlé technique, et peut-être ça sera l'occasion un jour de faire une intervention un petit peu plus technique au niveau data, mais c'était juste en fait pour vraiment faire comprendre que la structuration de la donnée, en fait, c'est peut-être la clé la plus importante véritablement dans un projet d'IA. On l'a vu tout à l'heure en termes de temps consacré.
Bon, je ne suis pas totalement d'accord avec les 10% de Jean Simon sur l'algorithme, mais bon, allez, ça, on peut dire que j'ai un certain biais là-dessus. Et pour illustrer un peu ces propos, j'ai juste envie de reprendre donc, quelque chose qui a été publié par Jean-David Benassouli, qui est associé chez PwC, qui est responsable de toute la branche Data Analytics en France. Donc voilà ce qu'il écrivait récemment. La data est d'abord un métier, une compétence, la technologie vient après. Malgré de nombreux progrès réalisés, la majorité des entreprises est en cours de définition des cadres relatifs à la gouvernance des données, à la valorisation des processus et à la mise à jour des technologies. C'est pas de moi. Bon, merci pour tous ces éléments. Alors, je vais faire peut-être une conclusion rapide pour pouvoir vous laisser la place pour les questions. Je pense qu'à travers ces différents débats, ces différentes interventions, on a pu voir que l'IA est déjà une réalité en Nouvelle-Calédonie de manière très, très concrète. Donc pour certains, c'est un impératif de transformation pour rester compétitif et survivre. Pour d'autres, ce sont des opportunités de nouvelles entreprises et des entreprises en devenir, donc on espère florissantes dans quelques années. Je dirais que comme tout progrès et toute rupture technologique, évidemment, l'IA, elle pose des questions. Elle challenge les organisations, les métiers. On a beaucoup parlé d'humains, surtout dans la dernière partie. Elle challenge donc les organisations. Elle nécessite des nouvelles compétences. Ça pose aussi des nouveaux enjeux de régulation, sans doute, sur l'utilisation de la donnée et comment on la partage dans des conditions de sécurité. À l'échelle du territoire, ce que je retiens aussi, c'est que ça nécessite sans doute de poser à un moment donné une vision justement sur cette gestion de la donnée. Peut-être aussi sur des modalités de mutualisation des infrastructures, on vient de l'évoquer, et on le dit souvent, nous sommes un petit territoire, donc nous avons des moyens limités. Il faut souvent mettre en commun et travailler en écosystème pour permettre de maximiser, on va dire, le retour sur investissement. Tout ce qu'on a dit aussi, ça questionne sans doute ça pose des questions de souveraineté, peut-être à un moment donné. Delphine l'a évoqué. Si je développe, je mets de l'intelligence dans ma nouvelle société, si je me fais piquer mes idées parce que je suis obligée de stocker mes données à l'extérieur, c'est quand même embêtant. Je dirais aussi, pour finir peut-être, que comme toute rupture technologique, l'IA, ça peut faire peur. On parle souvent, est-ce que les robots vont nous piquer nos métiers ? Ils vont peut-être pas nous les piquer jusqu'au bout, mais ils vont certainement bien les transformer. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre ce que peut nous permettre de faire l'IA. Il faut s'approprier ces technologies et comme tout progrès, il faut surtout en garder la maîtrise. Et ça, souvent, ça passe aussi par beaucoup le développement des compétences. Donc ça, je pense que l'humain qui a été évoqué plusieurs fois souligne bien cette nécessité. Donc voilà, l'objectif de cette soirée, c'était de démystifier un peu l'IA. Et peut-être ce sera le début d'une série d'ateliers plus concrets, peut-être plus techniques pour ceux que ça intéresse. On va réfléchir comment on peut aussi répondre à ça. Et donc j'espère que cette soirée vous aura apporté ces premiers éclairages. Et je vous propose, alors déjà je vais remercier nos intervenants, pas oublier de le faire tout à l'heure. Et puis je vous propose de passer aux questions de la salle. Ne battez pas. Voilà, c'est toujours comme d'habitude. Le premier, merci Mehdi. La première question. Il y a un micro qui doit se promener, qui est juste derrière toi. Ouais, merci Mehdi. Oui, allô. Oui, bonjour. Ma question s'adresse à la SLN. Est-ce que pour vous, l'intelligence artificielle, c'est d'abord un outil pour rester en vie ou obtenir des avantages concurrentiels, ou est-ce que vous êtes aussi capable d'échanger avec les autres miniers pour essayer de trouver des problématiques, enfin des réponses à des problématiques communes que vous auriez sur le territoire? Ou est-ce que c'est encore trop sensible pour partager tout ça, quoi? Merci. Alors, je vais essayer de répondre sans trop m'avancer. Alors, sur les problématiques communes entre acteurs miniers du territoire, on échange. On échange sur des problématiques. Alors, sur l'IA, à ma connaissance, pas forcément. Maintenant, il n'y a rien de secret dans la mesure où, honnêtement, à livre ouvert, je vous ai présenté les 3 applications qu'on pourrait qualifier d'IA chez nous. Donc, c'est aussi pour donner de l'information à nos partenaires non moins concurrents sur le territoire. Mais à ma connaissance, on n'échange pas, en tout cas pas de manière organisée. Sous forme de club métier IA ou transformation digitale, on n'y change pas de manière très, très formelle avec l'ensemble des acteurs miniers du territoire.
Je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Mais merci. Si je peux me permettre, juste pour compléter, mais la question pourrait s'appliquer aussi aux banques. Et dans le domaine particulièrement de la réglementation, où là, il n'est pas question de concurrence, il est question de suivre une réglementation, de la suivre le mieux possible. Et même si nous ne le faisons pas aujourd'hui, autrement que par des rencontres physiques, il y a certainement là un enjeu pour le secteur bancaire de mettre en commun, au travers justement de l'IA et des bases de données, toute cette réglementation et faire en sorte que chaque banque puisse y accéder de façon simple et efficace pour que demain nous soyons parfaitement conformes. Peut-être une autre question Messieurs, dames, bonsoir. Mathieu Chambon, merci pour votre intervention. Une première question que j'adresse à Monsieur Gervolino. Tout à l'heure, je vous entendais parler des contraintes de transmission de données via la 4G, par exemple, pour la SLN. Quelle est votre position et votre vision sur la 5G en Calédonie? Sujet qui fait débat actuellement en France. Donc à moyen terme, quelle pourrait être votre vision sur la 5G en Calédonie? Une deuxième question tournée vers Monsieur Villard. Jean-Simon, en début de présentation, évoquait le trading, d'accord, à haute fréquence, par exemple. Quelle est la vision de la banque aujourd'hui face à la blockchain? Et une troisième question plus générique. Pourquoi je pose cette question? Typiquement, aujourd'hui, aux États-Unis, on arrive à lire des articles d'achat de biens immobiliers basés sur la blockchain. Donc voilà, quelle est la vision de la banque en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, si on parle d'évolution assez rapide sur l'intelligence artificielle? Et une troisième question plus générique, peut-être des gens ont des réponses dans la salle. Si on parle d'évolution assez rapide en Calédonie de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça représente en termes de formation pour notre jeunesse? Et à votre vision, quelle pourrait être l'ampleur de la création d'emplois pour vos sociétés? Merci. J'ai le micro, je vais commencer par la 5G. Alors, sur les évolutions mobiles, la feuille de route de l'OPT, qui a été validée par notre conseil d'administration, présentée au gouvernement et à l'ensemble des acteurs, c'est d'abord la généralisation de la 4G et de la 4G+, puis l'arrêt de la 2G, de manière à libérer les fréquences qui seront utilisées par la 5G. Donc, en matière de questions sur les fréquences, nous n'utiliserons pas les fréquences qui sont utilisées en métropole. On va réutiliser les fréquences de la 2G qu'on va libérer. Après ça, sur le déploiement de la 5G, on va commencer par une expérimentation. On va également en connaître la sensibilité du sujet. Donc il y a un débat à avoir avec l'écosystème. Ce que je veux préciser, c'est que l'OPT ne mettra pas de la 5G pour son propre besoin. On répond à un besoin de l'écosystème. La SLN nous a clairement questionné, et les autres miniers, sur de la 5G, parce qu'il y a des besoins en matière de latence, etc. Donc il faut qu'on ait un débat collectif. On a abordé le sujet d'ailleurs avec la CCI, parce que c'est un débat de société. Il ne s'agit pas de faire quelque chose pour les uns et contre les autres. Il s'agit que ça apporte un bénéfice pour l'ensemble des acteurs. Et encore une fois, c'est plutôt l'écosystème qui demande l'arrivée de la 5G pour des besoins spécifiques, que ce soit en matière minière, que ce soit en matière de santé également. Le président de la province des îles nous a interrogés sur les meilleures solutions pour faire de la télémédecine à Tiga. Effectivement, pour faire de la télémédecine, il vaut mieux beaucoup de débit et pas beaucoup de latence. Et la 5G répond à cette problématique. Donc il va falloir aussi, dans les POC, où on va commencer à expérimenter la 5G, bien y aller sur des sujets concrets comme ça qui vont démontrer l'intérêt, et encore une fois dans un cadre qui doit être débattu avec l'ensemble de l'écosystème.
Mon collègue complétera certainement sur les aspects techniques sur la blockchain, mais de façon générale, il n'y a pas d'opposition, bien au contraire, ce sont des outils qui doivent aujourd'hui rentrer dans nos organisations, dans nos systèmes de fonctionnement. Donc ma réponse un peu courte, mais sincère, c'est qu'il n'y a pas d'opposition, effectivement. Et pour tout vous dire, il y a des projets en cours qui font appel à la blockchain, effectivement, aujourd'hui en Calédonie. Certains avec les banques, d'autres en dehors des banques. Ce serait plutôt sur la troisième question au niveau de la formation. Justement, on a la chance, nous, d'avoir une stagiaire qui a commencé cette semaine, donc pour une formation plutôt data science, justement. Je vais en profiter pour faire la promotion. Donc, il y a un master qui s'est ouvert à l'UNC. Exactement. Donc, je serai l'enseignante qui dirige ce master pour en parler mieux que moi. Mais voilà, c'est donc un master MIAGE. C'était quelque chose qui manquait. Donc, on va avoir des niveaux Bac plus 5 formés ici en informatique, même un petit peu plus informatique, avec des compétences en mathématiques. Donc, MIAGE, c'est les méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très bénéfique qu'on ait ce genre de formation sur le territoire, et nous, on est extrêmement contents de pouvoir accueillir une stagiaire de cette formation parmi nos rangs. Si je peux compléter sur le volet formation. Alors nous, au niveau de la CCI, on a la chance d'avoir et le plaisir d'avoir donc l'école de gestion et de commerce. Tout à l'heure, on évoquait le mouton à 5 pattes. Alors nous, à l'EGC, on aime bien les moutons à 5 pattes. C'est même ceux qu'on essaye de nourrir et de faire se développer. Et justement, cette année, pour les 3e années, on a mis en place un module spécifiquement IA, animé par Jean-Simon, et justement qui reprend alors tout un tas de compétences très soft, beaucoup autour de la gestion de projet, mais des projets IA du coup, gestion de projet, capacité à monter un business plan, avoir une idée, développer, finalement avoir une petite start-up. Et notre objectif à nous au niveau de l'EGC, c'est vraiment former ces managers qui sont capables de se saisir des usages de l'IA. Donc c'est pas forcément des mathématiciens de haute volée, mais en tout cas ils auront compris à quoi ça sert, quels sont les enjeux et comment je peux l'utiliser pour développer un business ou transformer une entreprise, quoi. Et un dernier mot, parce que tout le monde parle, j'ai bien envie de parler aussi. Le point, c'est aussi sur les compétences. À un moment, si on veut réussir à attirer, avoir des compétences sur le territoire, il faut des projets. Voilà. Je n'ai pas forcément besoin d'en dire plus, mais c'est en gros, concrètement, il faut que aussi un certain nombre d'acteurs puissent s'en saisir, aillent sur l'intelligence artificielle pour réussir à attirer des profils, parce que les profils aujourd'hui qui sont qualifiés, ils reçoivent 3-4 offres d'emploi quasiment par semaine. Donc il faut à un moment aussi réussir à les attirer, à les faire venir, à les convaincre que sur le fond, il y a des choses à faire pour qu'elles puissent se développer aussi. Voilà. Bonjour, donc, je m'appelle Naza Salmaoui, je suis enseignante-chercheur à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, donc je suis en charge de la formation MIAGE. Et cette formation MIAGE, donc, on a déjà une promotion de L3 MIAGE et on espère donc ouvrir cette année, en septembre 2021, pour un MA MIAGE. Et cette formation MIAGE, donc, on lui a donné justement une connotation à la fin du M2, une connotation data scientist, big data, intelligence artificielle. Il faut savoir qu'on est quand même un groupe de chercheurs petits, certes, on est 2, 3, 4 chercheurs de l'université qui font de data science depuis 30 ans, 40 ans. Voilà. Donc juste, je pense que Marc, il a un petit peu minimisé le travail ou la fonction de data scientist. Les chercheurs travaillent sur ces méthodologies, je vais dire, depuis plus de 60 ans. Et donc, quand des méthodes sont valides et opérationnelles, sont mises à disposition comme outils. Mais ce n'est pas quelque chose qui est simplement facile. Je veux dire, on est passé de l'analyse statistique. L'intelligence artificielle, à l'époque, ce n'était pas en fait le machine learning, c'était le raisonnement, c'était les moteurs d'inférence. On a dit non, ce n'est pas ça qui marche. On est passé à la reconnaissance de forme. Il y a les réseaux neuronaux qui sont venus
renforcé les méthodologies et maintenant on a travaillé aussi sur tout ce qui est fouille de données pour tout ce qui est big data. Et c'est vrai que maintenant on parle d'intelligence artificielle, mais juste la terminologie qui a changé. Mais le travail se fait depuis des années. Merci. Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question qui concernait plutôt la réglementation. Il y a certaines disciplines comme la finance, la santé, etc., qui vont demander des certifications par rapport au résultat justement de ces outils. Et je voulais savoir si vous étiez rentré dans des démarches de certification par rapport à ça. Ou s'il y a une réflexion en Calédonie sur ces sujets qui sont compliqués, puisque le champ réglementaire européen notamment est difficilement applicable des fois sur le territoire. Ce n'est pas quelque chose pour l'instant que nous avons engagé effectivement, mais je pense que plus on va développer effectivement l'intelligence artificielle, l'utilisation des données, plus on va devoir effectivement s'intéresser à ces sujets-là et faire en sorte que nous soyons parfaitement conformes à ce que la réglementation nous demande. Le RGPD, qui vient depuis peu d'être déployé sur le territoire, comprend déjà énormément d'obligations et il nous impose effectivement une rigueur de tous les instants sur le traitement de la donnée. Donc ce n'est pas une démarche entamée, mais c'est une démarche dont on peut penser qu'elle sera absolument nécessaire dans le temps pour pouvoir rester parfaitement conforme et sûr sur le traitement de la donnée. Parce que c'est pour la banque le cœur du métier. Si demain nous avons de ce point de vue-là la moindre défaillance, nous perdons clairement nos clients. Sur la partie réglementaire, effectivement, il va falloir poser un cadre en Calédonie. Je ne pense pas qu'il faille l'inventer. Il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Je crois que c'est il y a moins d'une semaine, l'Europe a sorti une nouvelle directive européenne sur l'IA. Je pense que voilà, au niveau réglementaire, il faut regarder ce qui se fait. Il y a des gens qui cadrent tout ça au niveau européen. Je pense que le mieux, c'est de s'en inspirer et de pouvoir l'appliquer ici en vérifiant que l'applicabilité est déjà dans les textes ou de pouvoir le faire. Mais oui, il ne faut pas partir dans tous les sens et il faut que ce soit bordé pour avoir la confiance qui va bien autour. Alors bonsoir, personnellement je suis étudiant et j'aimerais savoir en fait si demain je veux travailler dans l'IA, est-ce qu'il y a des filières qui amènent concrètement sur le métier, sur des métiers travaillant dans l'IA à part data scientist, et s'il y a en Nouvelle-Calédonie des bâtiments d'enseignement qui auraient cette filière? Je laisserai après Jean-Simon se présenter sa formation, mais typiquement, voilà, il y a vraiment des chefs de projet. Jean-Simon aime dire qu'il ne sait pas coder. C'est lui qui le dit tout le temps. Donc voilà, il n'y a pas forcément que des gens qui savent faire des algorithmes ou manipuler du code dans la data science. Il faut des chefs de projet qui ont vraiment des compétences de management. Donc c'est des compétences aussi dont on parlait tout à l'heure à l'EGC. Donc je pense que peut-être que tu y es, et donc c'est quelque chose que tu auras l'occasion de voir. Après, il y a d'autres métiers dans l'informatique, notamment, donc, on en a parlé, mais au niveau de la data, forcément, le nombre de métiers dans la data ont explosé, que ce soit au niveau du data management, par exemple, ou de la certification, au niveau de la protection des données, etc. Donc là, c'est peut-être plus des formations informatiques, voire des fois juridiques, sur lesquelles tu peux te tourner aussi. Mais je vais laisser s'il y a des collègues qui veulent rajouter. Pour compléter. Là-dessus, il y a, comme le dit Marc, forcément le boulot de data scientist, il y a le boulot aussi autour du data engineering, enfin de la préparation de la donnée, il y a les boulots aussi autour de la chefferie de projet. Mais tout à l'heure, on l'a vu, l'enjeu aussi de l'IA, c'est réussir à transformer le métier. Et souvent, réussir à faire un algorithme qui est le plus performant du monde, mais qui n'est pas utilisé, et ça, il y en a plein qui l'ont fait. Et du coup, souvent, dans les projets, on embarque aussi, par exemple, des designers, des développeurs, pour derrière vraiment réussir à intégrer l'IA concrètement dans le métier. Et ça, je prends un exemple tout bête, mais
On avait travaillé sur un sujet dans une belle usine pas très loin d'ici, à Doniambo, juste pour pouvoir mettre une application en fait dans l'usine. On s'est posé en gros, on a travaillé avec des designers derrière pour que l'application, en gros, typiquement, elle soit affichée en noir, pas forcément en blanche, parce que dans l'usine, on peut pas réussir à voir sinon. On a réussi à définir en gros toutes les couleurs, aussi toutes les formes, toutes les informations dont l'utilisateur il a besoin à la fin pour pouvoir faire son travail. Et à la fin, du coup, voilà, c'est vraiment une aide pour lui. L'idée, c'est que ça lui facilite vraiment la vie au quotidien et que ça s'intègre au mieux vraiment dans son boulot au quotidien. Donc voilà, du coup, tout ça pour dire que sur l'IA, il y a certes le data scientist, il y a certes ceux qui doivent travailler aussi autour de la préparation des données, il y a la chefferie de projet, mais après, il y a aussi tout un tas d'autres rôles sur du développement un peu plus spécifique. Après, il y a aussi des boulots purement métiers, d'expertise métier pour pouvoir réussir à avancer. Donc aujourd'hui, voilà, sur des projets IA, c'est vraiment une myriade de compétences qu'on doit réussir à faire travailler ensemble. Donc, et aujourd'hui, il n'y a pas une voie, on va dire, pour aller à ces projets. Donc voilà, globalement, tu devrais pouvoir réussir à t'en sortir, même en Calédonie. On l'a vu, il y a des très bonnes formations aujourd'hui qui sont proposées. Dernière question, peut-être ? Non ? Bon, je vous propose qu'on s'arrête là. Merci d'être restés si nombreux si tard. Et puis, j'espère à bientôt sur d'autres sujets autour de l'IA ou des nouvelles technologies. On y veillera cette année. Merci encore aux intervenants. Merci à Jean-Simon. Et merci à l'organisation pour cet événement encore une fois. Bonne soirée à tous. Au revoir.